On dit que les ruines ne racontent que des fins. La fin d'un empire, la fin d'une époque, la fin d'un amour. On marche au milieu des pierres brisées, en imaginant la vie qui fut, la grandeur qui n'est plus. Mais si je vous disais que mes ruines, les décombres encore fumants de ma vie portaient en elles une promesse? La promesse la plus terrifiante et la plus magnifique qui soit. Celle de ma propre naissance. Mon histoire ne commence pas par un coup de foudre, mais par un coup de tonnerre dans le silence d'une nuit ordinaire. Une simple vibration sur une table de chevet. Le son qui a fait imploser mon univers. J'ai toujours cru que notre histoire était du rock. 20 ans. 20 ans d'une vie que je pensais solide. Bâtie sur des fondations de confiance, de rires partagés, et de projets murmurés dans le creux de l'oreiller. Un amour que je croyais sans vague. Un de ces amours tranquilles qui n'ont pas besoin de grands éclats pour prouver leur existence. Notre avenir me semblait aussi certain que le lever du jour. Une ligne droite et lumineuse tracée jusqu'à nos vieux jours. Mais ce que je prenais pour de la pierre, pour un granit inébranlable, était en réalité que du sable. Du sable fin, compacté par l'habitude et le temps, donnant l'illusion parfaite de la solidité. Et la marée est montée cette nuit-là, une nuit de mars je crois. Une de ces nuits où la maison est silencieuse, où le seul bruit est la respiration régulière de l'homme qui dort à côté de vous. Il avait oublié son portable sur la table de chevet, chose qu'il ne faisait jamais. D'habitude, il le mettait en charge dans le bureau. Loin de notre chambre, notre sanctuaire. Mais cette fois, il était là. Et à 2h17 du matin, l'écran s'est allumé. Une simple notification, une lueur bleutée, qui a déchiré l'obscurité. Cette vibration était pas qu'un son. Ce fut la détonation. La mine qui a fait sauter le pont que je croyais indestructible. Je suis resté immobile pendant de longues secondes, le cœur battant à tout rompre dans ma poitrine. Une voix dans ma tête me criait de ne pas regarder, de me retourner, de me rendormir et d'oublier. Oublier cette lumière, ce son. Mais une autre force, plus profonde, plus viscérale, l'intuition, m'a forcé à tendre la main. Mes doigts tremblaient en saisissant l'appareil froid. Écran était déverrouillé. Était une invitation au-dessus du gouffre. Et j'ai sauté. Le message était court, juste quelques mots. Mais ces mots étaient pas pour moi. Le prénom de l'expéditrice était pas le mien. Et puis j'ai fait ce qu'on ne devrait jamais faire. J'ai ouvert la conversation. Et j'ai lu. J'ai fait défiler des semaines, des mois de messages. Des photos. Des surnoms intimes qui étaient pas les miens. Des projets de week-end, auxquels je étais pas convié. Chaque mot était un coup de poignard. Chaque photo, une brûlure. Il ne démolissait pas seulement l'image de l'homme avec qui j'avais partagé la moitié de ma vie. Pire, bien pire, il défigurait la femme que je voyais dans le miroir chaque matin. Qui étais-je, si ce n'est la moitié d'un mensonge? La complice involontaire d'une farce? La douleur de la découverte n'a pas été vive et tranchante comme une lame, non. Ce fut un poison lent, insidieux, qui a paralysé chaque cellule de mon corps, tandis que je lisais la chronique d'un amour qui n'était pas le nôtre. Je me souviens même être levé, d'avoir marché jusqu'à la salle de bain, et d'avoir fixé mon reflet. Je ne me reconnaissais pas. Le visage qui me regardait était celui d'une étrangère, les yeux agrandis par l'horreur et l'incompréhension. 20 ans. 20 ans de ma vie venaient de évaporer. La confrontation le lendemain matin n'a pas eu lieu. Il n'y a pas eu de cris, pas de vaisselle cassée. Juste un silence. Un silence si lourd, si dense qu'il en était assourdissant. Je l'ai attendu dans la cuisine, le téléphone posé au centre de la table, comme une pièce à conviction. Quand il est entré, il a vu l'objet, puis il a vu mon visage. Et il a compris. Ses dénégations ont été maladroites, presque pathétiques. Des phrases décousues, des mensonges si fragiles qu'ils se brisaient, avant même d'atteindre mes oreilles. Et c'est là que j'ai eu la nausée. La prise de conscience que son infidélité était pas la cause de notre fin, mais seulement le symptôme. Le symptôme d'un mariage qui était déjà éteint, sans que je m'en aperçoive, comme une braise qui meurt doucement sous la cendre, faute d'air, faute d'attention. La décision de partir n'a pas été un acte de colère, ce fut un acte de survie. C'est le moment précis où, au milieu des décombres de mon existence, pour la toute première fois peut-être, je me suis choisi. Quitter cette maison, était comme m'arracher la peau. Je laissais derrière moi non seulement un mari, mais tout un avenir que j'avais dessiné, chaque détail, chaque couleur. Les Noëls avec les futurs petits-enfants, les voyages à la retraite, le jardin que nous devions aménager. Tout s'est effondré. J'ai rempli une valise avec quelques vêtements, des livres, et je suis parti.
En fermant la porte, j'ai eu l'impression de fermer le livre de ma propre vie. La deuxième phase a commencé. La traversée du désert. Le divorce, ce n'est pas simplement signer un papier devant un juge. C'est faire le deuil d'une vie qui n'est plus. C'est affronter le silence assourdissant d'un petit appartement de location, où chaque bruit de la rue semble une agression. C'est le défi de réapprendre les gestes les plus simples. Dormir seul dans un lit qui paraît immense. Cuisiner pour une seule personne. Choisir un film sans avoir à négocier. Les premiers temps, je laissais la télévision allumée en permanence, juste pour ne pas entendre le bruit de mes pensées. Il y a eu la douleur de devoir partager les amis, comme on partage des meubles. Certains ont choisi leur camp, d'autres, mal à l'aise, ont simplement disparu. Les souvenirs aussi, il a fallu les diviser. Ce restaurant où nous allions pour nos anniversaires était désormais interdit. Cette chanson qui passait à la radio est devenue une torture. Et puis il y avait cette petite voix. Cette voix cruelle à l'intérieur de ma tête, qui me culpabilisait sans cesse. Elle me traitait de naïve. Comment n'avais-je rien vu? D'aveugle. Les signes étaient sûrement là, et je les avais ignorés. Elle me traitait d'échec. 20 ans de ma vie, jetés à la poubelle. J'ai passé des nuits entières à pleurer. Assise sur le carrelage froid de la salle de bain, le seul endroit où je me sentais à l'abri. Je me sentais vidée, brisée, réduite à une collection de fragments. La reconstruction a été lente, ardue, au milieu de la poussière. Il y a eu la froideur administrative des rendez-vous chez les avocats, où notre histoire d'amour était réduite à des clauses, des actifs et des passifs. Était humiliant. Mais au milieu de ce chaos, de petites lueurs ont commencé à apparaître, des plaisirs minuscules, presque oubliés. Le goût d'un café commandé en terrasse, seul, pris sans hâte, en regardant simplement les gens passer. La liberté absolue de choisir le programme du soir, même si était un vieux film en noir et blanc qu'il aurait détesté. Et un jour il y a eu ce premier fou rire. Un rire authentique, qui est sorti de ma gorge et m'a surprise moi-même. J'étais au téléphone avec une vieille amie, et elle a dit une bêtise. Et j'ai ri. Un rire plein, sonore, qui venait du ventre. Il a sonné à mes propres oreilles, comme une langue étrangère, que je n'avais pas parlé depuis des années. Ce rire a été une promesse. La promesse que la vie pouvait encore exister. C'est là que le tournant s'est opéré. J'ai compris que je ne devais pas chercher un nouvel amour pour combler le vide. Le vide était pas un trou à boucher, était un espace à investir. Un espace qui m'appartenait enfin. Alors j'ai commencé à me réapprivoiser. À me poser des questions que je ne m'étais jamais posées. Qu'est-ce que je voulais, moi? Pas nous, moi. Qui étais-je sans son nom de famille accolé au mien, sans mon rôle de épouse, qui avait fini par me définir entièrement? J'ai ressorti mes vieux pinceaux et mes tubes de peinture, une passion mise de côté depuis des années, faute de temps, disais-je. Au début mes mains étaient malhabiles, mais peu à peu j'ai retrouvé le plaisir de mélanger les couleurs, de sentir l'odeur de la térébenthine, de voir une toile blanche se transformer sous mes doigts. Je ne peignais pas des choses gaies, je peignais ma douleur, ma colère, ma solitude. Et était libérateur. Puis, j'ai fait ce voyage. Ce voyage en Italie qu'il avait toujours jugé futile. Je suis partie seule, avec un sac à dos. Les premiers jours ont été terrifiants. Manger seul au restaurant, demander mon chemin dans une langue que je maîtrisais à peine. Et puis, la peur a laissé place à une sensation d'euphorie. La liberté. Je pouvais passer 3 heures dans un musée si j'en avais envie, ou m'asseoir sur une place, et ne rien faire d'autre que regarder le soleil se coucher. J'ai parlé à des inconnus, j'ai ri avec des gens dont j'ai oublié le nom, et j'ai réalisé que ma propre compagnie pouvait être agréable. J'ai renoué avec des amis que la vie de couple avait relégués au second plan. Ces amitiés que l'on entretient par SMS. Avec des amis il faut qu'on se voit bientôt. Qui n'arrivent jamais. Je les ai appelés. Et nous nous sommes vus. Et j'ai redécouvert la sororité, le soutien inconditionnel, la joie de conversation qui dure des heures. Sans filtre. Je ne comblais pas le vide qu'il avait laissé. Je découvrais et j'habitais enfin l'espace qui m'avait toujours appartenu. Aujourd'hui, je suis là. Le récit culmine au présent. La femme qui vous parle n'est plus définie par la douleur de la trahison. Elle n'est plus définie par son statut de vide qu'il avait, et il a divorcé. Les cicatrices sont là, bien sûr. Elles sont fines, blanches, dessinées sur ma peau et sur mon âme. Mais elles ne font plus mal. Elles sont la carte du chemin qui m'a mené jusqu'ici. Parfois je passe un doigt dessus, et je me souviens, non pas de la douleur, mais de la force que j'ai trouvée pour guérir. La femme qui vous parle est sereine, elle a trouvé une force tranquille.
une force qui ne vient pas des muscles, mais de la certitude de savoir qui elle est. Une femme qui a trouvé sa force non pas astérisque malgré astérisque sa chute, mais astérisque, grâce astérisque à elle. C'est dans les ruines de mon ancienne vie que j'ai trouvé les pierres, pour bâtir ma forteresse intérieure. Une forteresse dont je suis la seule gardienne. Cette histoire finalement ce n'est pas celle de la fin de mon mariage, c'est celle du début de ma vie. C'est le témoignage que, parfois, la fin heureuse n'est pas de trouver le prince charmant ou de le retrouver, c'est de échapper de la tour dans laquelle on s'en était soi-même enfermé, et de réaliser que la seule reine du royaume, ça a toujours été nous. Descendre de la femme que j'y étais, aînée, celle que j'aurais toujours dû être. Avant les ruines, il y a eu la construction. Et chaque construction commence par une première pierre, un premier regard, un premier mot. Pour nous, ce fut dans le silence feutré d'une bibliothèque universitaire, un après-midi de novembre où la pluie battait contre les hautes fenêtres. L'air sentait le papier ancien et la cire. J'y étais assise à une grande table en chêne, perdue dans mes révisions. Un mur de livres érigé autour de moi comme une forteresse. Et puis j'ai senti un regard. Pas un regard insistant ou déplacé, non. Était un regard curieux, amusé. J'ai levé les yeux de mes notes, et je l'ai vu, assis en face de moi. Il ne lisait pas. Il me regardait, avec un léger sourire aux lèvres. Ma première impression n'a pas été un coup de foudre foudroyant. Était quelque chose de plus calme, de plus profond, une sensation de reconnaissance. Comme si une partie de moi l'avait attendu sans le savoir. Ce qui m'a attiré, était pas un physique spectaculaire, même s'il était agréable à regarder. Était son calme. Il dégageait une sorte de force tranquille, une assurance qui n'avait pas besoin d'être bruyante. Quand nos regards se sont croisés, il n'a pas détourné les yeux. Il a simplement accentué son sourire. Un sourire qui semblait dire « Je vous ai vu. Vraiment vu. » À cette époque, il était la promesse incarnée. Il était étudiant en architecture, et cela lui allait si bien. Il avait l'art de voir le potentiel dans les choses, de dessiner des plans, de structurer l'avenir. Il parlait de ses projets avec une passion contagieuse, non pas avec l'arrogance de celui qui veut conquérir le monde, mais avec l'enthousiasme de celui qui veut le bâtir, le rendre plus beau. Il était attentif. Quand je parlais, il écoutait. Vraiment. Il se souvenait de détails insignifiants que j'avais mentionnés des semaines plus tôt. Il me faisait me sentir incroyablement intelligente, fascinante. Il avait cette qualité rare de mettre les autres en lumière, tout en restant solidement au centre de son propre univers. Il était mon roc bien avant que je ne le nomme ainsi. Il était lent, évidence. Je me souviens d'un soir, au début de notre histoire, était peut-être notre 4e ou 5e rendez-vous. Nous avions marché le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches glissant sur l'eau sombre. Il faisait froid, et il m'avait donné sa veste. Nous nous sommes arrêtés sur le pont des Arts. À l'époque, il était encore couvert de cadenas, ces milliers de petites promesses de métal accrochées les unes aux autres. Il n'a pas sorti de cadenas. Il a pris ma main dans la sienne, et il a regardé les lumières de la ville. Puis il a dit, d'une voix douce mais ferme, « Je ne crois pas à ça. L'amour ce n'est pas un cadenas qu'on ferme et dont on jette la clé. C'est une maison qu'on construit. Brique par brique. Chaque jour. Il faut vérifier les fondations, réparer les fuites, ouvrir les fenêtres, pour laisser entrer la lumière. C'est un travail constant. Et c'est le seul travail que j'ai envie de faire pour le reste de ma vie. Avec toi. » Ce soir-là sur ce pont, il n'a pas seulement décrit une métaphore, il a dessiné le plan de notre vie, et j'y ai cru. J'ai vu les murs que nous allions monter, le toit qui nous protégerait des tempêtes, le jardin où nous regarderions nos enfants grandir. Chaque mot était une promesse, chaque regard une fondation. Il ne m'offrait pas une passion dévorante et éphémère. Il m'offrait une certitude. La certitude d'un avenir solide, bâti à 4 mains. Comment aurais-je pu savoir que l'architecte de mes rêves était aussi celui qui, 20 ans plus tard, laisserait la maison prendre l'eau, jusqu'à ce que les fondations, gorgées de mensonges, ne finissent par céder sous mes pieds. Ce soir-là, je n'ai vu que la promesse. La promesse magnifique et rassurante d'un amour qui ne pouvait pas s'effondrer. La transition de cette promesse à la réalité s'est faite sans heurts, comme un fleuve qui rejoint la mer. Il n'y a pas eu de rupture, pas de avant et après. Sa demande en mariage n'a pas eu lieu dans un restaurant étoilé ou au sommet d'un monument. Était lui, tout entier. Était un dimanche matin, dans notre premier appartement. Un petit 2 pièces sous les toits de Paris, avec des murs qui, étaient pas droits, et un charme fou. Nous étions en train de monter une bibliothèque, une de ces étagères suédoises en kit, qui sont censées tester la solidité de n'importe quel couple.
Il y avait des vis partout, des planches de bois et nous étions couverts de sueur, en vieux vêtements de sport. Au milieu de ce chaos joyeux, il a posé son tournevis. Il s'est assis sur le sol, adossé à une pile de carton, et il m'a regardé avec cette intensité calme que je lui connaissais. Il n'a pas dit grand-chose. Il a simplement dit « Je veux construire toutes mes bibliothèques avec toi. Et mes maisons. Et mes souvenirs. Je veux tout construire avec toi. » Il a sorti de sa poche non pas un écrin, mais une petite boîte en bois qu'il avait fabriquée lui-même. À l'intérieur, il n'y avait pas un diamant, mais une bague toute simple, en argent brossé, qu'il avait dessinée. Elle était sobre, solide, parfaite. Mon mot à lui n'a pas été un cri. Ce fut un souffle. Une évidence. C était la suite logique du plan qu'il avait dessiné pour nous sur ce pont. Nous allions bâtir notre maison. Les premières années de notre mariage ont été exactement cela, un chantier merveilleux. Nous avons quitté le petit appartement pour une petite maison en banlieue, une de ces meulières avec un jardin en friche qui avait besoin de tout notre amour. Et nous lui en avons donné. Nos week-ends étaient pas faits de grasses matinées et de brunch. Ils étaient faits de sacs de ciment, de rouleaux de papier peint et de pots de peinture. Il était l'architecte, le maître des œuvres. Je suis devenue la décoratrice, la coloriste, celle qui choisissait la chaleur d'un parquet ou la douceur d'un tissu. Nos rêves étaient concrets, palpables. Ils sentaient le plâtre frais et la terre mouillée. Nous ne parlions pas de devenir riches ou célèbres. Nous parlions de la véranda que nous ajouterions un jour. De l'arbre que nous planterions à la naissance de notre premier enfant. Des voyages que nous ferions quand la maison serait finie. Moins ce qui, nous le savions, n'arriverait jamais. Car une maison, comme l'amour qu'il m'avait décrit, est un travail constant. Nous étions une équipe. Une équipe si soudée, que parfois je ne savais plus où je commençais, et où il finissait. Ses pensées complétaient les miennes. Nous pouvions passer des heures en silence dans la même pièce, chacun absorbé par une tâche, et nous sentir profondément connectés. Était ça, le bonheur. Une certitude tranquille, le bruit de nos pas sur le plancher que nous avions posé nous-mêmes. S'il fallait choisir un seul moment, une seule image, pour symboliser le sommet de cet amour, le point culminant de notre construction, ce ne serait pas le jour de notre mariage, ni la signature de l'acte de vente de la maison. Ce serait un soir, d'été, quelques années plus tard. Nous avions enfin terminé la terrasse en bois sur laquelle nous travaillions depuis des mois. La journée avait été chaude, épuisante. Le soir est tombé, apportant avec lui une douceur bienvenue, et le parfum du jasmin que nous avions planté le long du mur. Nous étions assis sur les marches de cette terrasse encore neuve, qui sentait bon le pain, nous n'avions pas eu le courage de nous doucher. Nous étions encore sales, fatigués, mais habités par une satisfaction immense. Nous partagions une bouteille de vin, bu directement au goulot, comme des adolescents. Il n'y avait pas de musique, juste le chant des grillons et le murmure lointain de la ville. Devant nous le jardin, notre petit royaume était baigné dans la lumière dorée du crépuscule. Il a passé son bras autour de mes épaules, et j'ai posé ma tête contre lui. Nous n'avons rien dit pendant un long moment. Nous regardions notre œuvre. Cette maison, ce jardin, ce silence. Était nous, était le fruit de nos mains, de nos efforts, de notre amour. Puis, dans un murmure, il a dit, « Chim, tu vois. Notre maison. Elle est solide. » Et à cet instant précis, j'ai ressenti une plénitude si totale, si absolue, qu'elle en était presque douloureuse. J'y étais exactement là où je devais être, avec la seule personne avec qui je voulais être. Je me sentais en sécurité, pas seulement protégée des intempéries, mais protégée de la vie elle-même. J'ai cru, avec la naïveté des gens heureux, que ces murs qu'il avait bâtis autour de nous, étaient indestructibles. Je croyais que notre amour était cette terrasse en bois massif, capable de supporter tous les poids, toutes les saisons. Était le point le plus haut. Le sommet de la montagne, juste avant la longue, l'interminable et l'aveugle descente que je n'ai jamais vue venir. La descente n'a pas été une chute brutale dans un ravin, ce fut une érosion, lente, silencieuse, presque imperceptible. Comme ces falaises de craie, qui perdent quelques millimètres chaque année sous l'assaut des vagues, jusqu'au jour où un pan entier s'effondre dans la mer. Notre maison était solide, oui. Ses murs étaient droits, son toit étanche. Mais à l'intérieur, les poutres maîtresses de notre intimité, celles qui soutenaient toute l'aile, édifice, étaient rongées de l'intérieur, en silence. Je ne peux pas dater le premier craquement. Il n'y a pas eu d'événement déclencheur, pas de dispute apocalyptique, pas de porte qui claque.
Le poison s'est instillé goutte à goutte, si lentement que mes sens s'y sont habitués. Le premier signe, rétrospectivement, fut le changement de nature du silence. Le silence confortable que nous partagions en lisant côte à côte dans le salon, ce silence plein de présence et d'amour tacite, s'est transformé. Il est devenu un silence vide, pesant. Un abîme qui s'ouvrait entre nos deux fauteuils. Nos conversations, elles aussi, ont subi une lente anémie. Des échanges passionnés sur nos rêves, nos peurs, nos projets. Nous sommes passés à une communication purement logistique. Qui fait les courses? As-tu pensé à appeler le plombier? N'oublie pas de sortir la poubelle. Nous étions devenus d'excellents colocataires, les gestionnaires efficaces de notre petite entreprise familiale. Les Altar et toi, comment te sens-tu vraiment? Idork et Taretrava avaient disparu de notre vocabulaire. Puis son travail a pris toute la place. Était l'excuse parfaite, l'alibi irréprochable. Un nouveau poste, plus de responsabilités, des projets cruciaux. Il rentrait de plus en plus tard. Je l'attendais, le dîner tiédissant sur la table, et je finissais par manger seul devant la télévision. Quand il rentrait enfin, il était épuisé, vidé. Je tentais une approche, un massage des épaules, une question douce sur sa journée. Il se raidissait. « Laisse, je suis fatigué, disait-il. J'ai cru à sa fatigue. J'ai cru à son stress. Je me suis transformée en infirmière, en intendante, en gardienne de son repos. Je marchais sur la pointe des pieds dans ma propre maison pour ne pas le déranger. Et il y a eu le téléphone. Cet objet qui, pendant des années, traînait nonchalamment sur la table du salon ou le plan de travail de la cuisine, est devenu une forteresse. Il était toujours dans sa poche, ou posé face contre table. Il l'emportait avec lui dans la salle de bain. Un nouveau code de verrouillage est apparu. Quand je lui ai posé la question, sa réponse a été cinglante. C'est pour le travail, des données confidentielles. Tu te méfies de moi maintenant? Point. La question m'a fait honte. Bien sûr que non, je ne me méfiais pas de lui. Comment aurais-je pu me méfier de l'architecte de ma vie? L'idée même de la trahison était si grotesque, si étrangère à l'homme que j'avais épousé, que mon cerveau refusait de la formuler. Il y a eu ce soir-là, pour notre 15e anniversaire de mariage. J'avais tout préparé pour raviver la flamme. J'avais réservé une table dans ce petit bistrot où il m'avait emmené lors de nos premiers rendez-vous. Celui avec les nappes à carreaux, et les bougies qui coulent. J'avais mis cette robe qu'il aimait tant. J'espérais un miracle, une étincelle. Le miracle n'a pas eu lieu. Il était là, physiquement, mais son esprit était à des kilomètres. Il répondait par monosyllabes, le regard fuyant, et il a passé la moitié du dîner à tapoter sur son téléphone sous la table, prétextant une urgence professionnelle. Je me suis sentie invisible, une idiote dans une jolie robe, seule à une table pour deux. En rentrant, dans la voiture, le silence était si lourd que j'ai cru que j'allais étouffer. Une fois à la maison, les larmes que j'avais retenues ont commencé à couler. Il m'a vue. Pour la première fois depuis des semaines, il m'a vraiment regardé. « Qu'est-ce que tu as encore ?» a-t-il demandé, non pas avec inquiétude mais avec une lassitude infinie. J'ai rassemblé le peu de courage qu'il me restait, et j'ai parlé. J'ai parlé de la distance, du vide, de ma solitude. J'ai parlé de cet anniversaire gâché, de mon sentiment d'or, être devenu un meuble dans le décor de sa vie. Sa réaction n'a pas été de la colère, ce fut pire. Ce fut une manipulation froide, chirurgicale. Il m'a écouté, la tête penchée, l'air grave. Puis, il a commencé son travail de démolition. « Tu es trop sensible ?» a-t-il dit doucement. « Tu dramatises tout. Tu ne vois pas à quel point je me tue au travail pour nous? Pour cette maison que tu aimes tant? Je fais tout ça pour toi. Pour notre avenir. Et toi tu me reproches d'avant, être fatigué. C'est injuste. C'est terriblement injuste. » Il a retourné chaque mot, chaque sentiment contre moi avec une habileté diabolique. En l'espace de 10 minutes, il, était plus le mari distant, mais la victime d'une épouse ingrate et exigeante. Et moi, était devenu le bourreau. J'ai fini par m'excuser. Je me suis excusé d'avoir mal, je me suis excusé de ressentir sa distance. Cette nuit-là, j'ai commencé à douter de ma propre santé mentale. Il avait fissuré non seulement notre couple, mais ma perception même de la réalité. Les années qui ont suivi ont été un long brouillard. J'ai continué à avancer, en niant les signes, en ravalant mes doutes. Je suis devenue une experte dans l'art de l'auto-persuasion. Son irritabilité? Était le stress. Ses absences? Des réunions. Le manque de désir? La fatigue. J'ai entretenu la façade de notre belle maison, avec une énergie désespérée.
repeignant les volets pour cacher le bois qui pourrissait en dessous. Le soir où tout a basculé, rien était différent des autres soirs. Un dîner rapide, mangé en silence, lui, rivé à son ordinateur portable dans le bureau, moi, lisant un livre dans le salon sans en tourner les pages. Je suis allée me coucher la première, comme d'habitude. Quand il m'a rejointe, bien plus tard, il s'est glissé dans le lit en essayant de ne pas faire de bruit. Il sentait l'air froid de la nuit, et autre chose. Une odeur de parfum floral, un parfum de femme qui était pas le mien. Une alarme stridente a retenti dans ma tête, une fraction de seconde, mais je l'ai fait taire immédiatement. J'étais fatigué. J'imaginais des choses. Je me suis retournée, lui tournant le dos, et j'ai fermé les yeux très fort, en me suppliant de m'endormir. Je me suis accroché à ce mensonge une dernière fois, ignorant que dans les profondeurs de la nuit, la vérité préparait son explosion. La vibration qui allait me réveiller quelques heures plus tard, ne ferait que confirmer ce que mon cœur savait déjà, et que ma raison refusait d'admettre. La maison était déjà en ruine. Était juste la dernière à l'ignorer. Après la détonation, il y a le silence. Le silence assourdissant qui suit une explosion, quand la poussière n'est pas encore retombée, et que l'on ne sait pas encore qui est vivant, qui est mort. Ma nuit a été ce silence. Je n'ai pas dormi. Je suis restée assise dans le salon, le téléphone posé sur la table basse, son écran noir reflétant mon visage comme un miroir sans âme. J'ai attendu l'aube, non pas avec espoir, mais avec la résignation d'un condamné qui attend le lever du soleil. La goutte d'eau n'a pas été la découverte de sa trahison. Ce fut son visage le lendemain matin. Quand il est descendu, frais et dispo, prêt à commencer une nouvelle journée de mensonges, et qu'il m'a vu. Il a vu mes yeux cernés, le téléphone au centre de la table, et il a compris. Et ce n'est pas la panique dans son regard, qui a scellé notre destin. Ni même ses dénégations pathétiques. Ce n'est pas ce que tu crois, qui sonnait faux même à ses propres oreilles. Non, la goutte d'eau, le moment précis où tout est mort, ce fut l'instant où, à court de mensonges, il a tenté de me rendre responsable. Il a essayé de jouer la partition qu'il connaissait si bien, celle qui avait fonctionné la veille de notre anniversaire. Il a commencé à parler de sa fatigue, de la pression, du fait que je ne le comprenais plus. Il a tenté de fissurer ma réalité une dernière fois. Mais cette fois, le mur ne s'est pas fissuré, il était déjà à terre. Je l'ai regardé, et pour la première fois, je ne voyais plus l'homme que j'avais aimé, l'architecte de mes rêves. Je voyais un étranger. Un homme faible, un lâche, recroquevillé dans ses propres tromperies. Et j'ai ressenti un calme glacial m'envahir. Une clarté terrifiante. C'est dans ce silence, alors qu'il bafouillait des excuses qui n'en étaient pas, que j'ai pris la parole. Ma voix ne tremblait pas. Elle était plate, sans émotion comme si elle venait de quelqu'un d'autre. Je veux divorcer. Le mot est sorti. Il a flotté dans l'air de la cuisine entre nous, plus lourd que toutes les briques de cette maison. Il s'est arrêté de parler. Son visage a changé. La manipulation a laissé place à une incrédulité totale, puis à la panique pure. Quoi ? Mais attends, on peut arranger ça. C'est fini, je te le jure. Était une erreur stupide. Ne jette pas 20 ans de notre vie en l'air pour ça. 20 ans de notre astérisque vie. Il osait encore utiliser le mot « notre Clegg ». C'est là que j'ai su. Il ne s'agissait plus de réparer. Il n'y avait plus rien à réparer. On ne répare pas un bâtiment dont les fondations ont été dynamitées. On rase. Et on reconstruit. Ailleurs. Seul. Je n'ai rien répondu. Je me suis levée, je suis montée à étage, et j'ai commencé à remplir une valise. Les premiers jours ont été un brouillard de gestes mécaniques. Quitter la maison fut l'acte le plus violent de ma vie. Chaque objet que je croisais me hurlait un souvenir. Cette lampe que nous avions choisie ensemble. Ces photos sur le mur. En fermant la porte d'entrée derrière moi, j'ai eu la sensation physique de m'arracher le cœur. La première nuit, je l'ai passée dans un petit hôtel impersonnel en périphérie de la ville. Le silence de la chambre était pire que tous les cris du monde. J'ai allumé la télévision et je l'ai laissée tourner toute la nuit, juste pour ne pas entendre le vacarme de mes pensées. Annoncer la nouvelle à nos proches a été une autre épreuve, il y a eu le choc, l'incompréhension. « Mais vous étiez le couple parfait », disait-il. Cette phrase était une torture. Elle me rappelait à quel point j'avais été la gardienne d'une illusion. Mes parents ont réagi avec une tristesse inquiète. Les siens, avec une froideur qui laissait entendre que était l'unique responsable de cet échec.
et puis les amis. Ce fut la division douloureuse d'un territoire autrefois commun. Certains ont choisi leur camp sans hésiter, souvent le sien. D'autres, mal à l'aise, se sont évaporés dans des silences polis et des promesses d'appel, qui ne sont jamais venus. Je me suis sentie contagieuse, comme si le malheur était une maladie que personne ne voulait attraper. Le processus de divorce en lui-même n'a pas été une guerre ouverte, ce fut une guérilla. Une guerre d'usure, froide et administrative. Il avait promis que tout se ferait, intelligemment, à l'amiable. Était un autre mensonge. Chaque papier, chaque discussion sur le partage de nos biens, de notre vie, était une occasion pour lui de distiller son venin. Il a contesté la valeur de la maison que nous avions construite de nos mains, il a tenté de minimiser mes contributions pendant toutes ces années. Notre histoire d'amour-haine était plus qu'un dossier sur le bureau d'un avocat, une liste d'actifs et de passifs. Était humiliant, réducteur. J'avais l'impression qu'on liquidait une entreprise en faillite, pas une vie partagée. Le moment le plus difficile, celui qui reste gravé dans ma mémoire, n'a pas été une audience au tribunal. Ce fut une simple réunion dans le bureau de mon avocate. Nous étions là pour finaliser le partage des biens. Il était assis en face de moi, et nous discutions de la répartition de notre bibliothèque. Livre par livre. Était surréaliste. Ce livre de poésie que je lui avais offert. Cette collection d'art que nous avions mis des années à rassembler. Chaque livre était un souvenir, une conversation, un morceau de notre intimité. Et nous étions là, à les diviser comme de vulgaires objets. À un moment, mon avocate a dû s'absenter quelques minutes. Nous nous sommes retrouvés seuls, dans un silence de mort. Il n'a pas levé les yeux de ses papiers. Et j'ai réalisé que l'homme en face de moi était devenu un parfait inconnu. L'intimité que nous avions partagée était si totalement anéantie, qu'il ne restait même plus la place pour de la haine. Juste un vide immense et glacial. Le jour de la signature finale est arrivé, plusieurs mois plus tard. Un jour gris de février. Nous étions dans une salle de réunion sans âme, avec nos avocats respectifs. Le juge avait déjà validé l'accord. Il ne restait plus qu'à signer. Une pile de papier, épaisse comme un roman, était posée entre nous. 20 ans de vie, résumé en clauses et en paragraphes numérotés. J'ai pris le stylo. Ma main était étonnamment stable. En approchant la pointe du papier, une image m'a traversé l'esprit. Celle de notre mariage, ce jour où j'avais signé un autre registre, avec la même main, le cœur débordant d'une certitude absolue. La violence du contraste m'a coupé le souffle. J'ai signé mon nom, puis mon nouveau nom de jeune fille, celui que je n'avais pas écrit depuis 20 ans. Était comme retrouver une partie de moi-même que j'avais oubliée. En posant le stylo, je n'ai pas regardé mon ex-mari. J'ai regardé par la fenêtre. La pluie fine commençait à tomber sur la ville. Et j'ai ressenti un mélange étrange et puissant d'émotions. Une tristesse infinie, comme un deuil. La peine d'avoir perdu non pas un homme, mais le rêve que j'avais bâti autour de lui. Une peur panique, aussi. La peur du vide, de l'avenir, de cette page blanche qui s'ouvrait devant moi. Mais sous la tristesse et la peur, il y avait autre chose. Une chose inattendue. Un soulagement. Un soulagement profond, presque physique. Comme si je venais de poser au sol une valise incroyablement lourde, que je portais depuis des années, sans même m'en rendre compte. Ce n'était pas de la joie. Était la fin de la guerre. La fin du mensonge. Était le point zéro. Le sol nu et dévasté sur lequel, pour la première fois, j'allais pouvoir choisir ce que je voulais construire. Le point zéro n'est pas un concept abstrait. C'est un lieu. Pour moi, ce fut mon premier appartement de femme seule. Un petit studio au 6e étage sans ascenseur, avec une vue imprenable sur les toits de la ville, et sur le vide de ma propre existence. Les premiers mois, la liberté avait le goût amer de la solitude. Chaque matin, le silence me réveillait. Un silence si total qu'il en devenait un bruit blanc, une pression constante sur mes tympans. Je devais réapprendre à habiter ma propre vie, comme on apprivoise un animal sauvage. Il y a eu des jours où je ne sortais pas du lit. Des jours où la simple idée de devoir décider de ce que j'allais manger pour le dîner me semblait une montagne insurmontable. Le deuil était pas une ligne droite. Était une spirale. Je pouvais passer une semaine à me sentir plus forte, à savourer la joie de ne rendre de compte à personne, puis un simple parfum dans la rue, une chanson à la radio, me ramenait des mois en arrière, au milieu des ruines, le cœur en miettes. C'est là que j'ai demandé de l'aide,
pousser la porte d'un thérapeute a été l'un des actes les plus courageux de ma vie. Ce n'était pas un aveu de faiblesse, mais une déclaration de guerre à la petite voix qui me rongeait de l'intérieur. Semaine après semaine, dans le calme de ce cabinet, j'ai déballé les 20 ans de ma vie. J'ai pleuré la femme que j'avais été, la jeune fille naïve, qui avait cru à la promesse d'un architecte. Et j'ai commencé à écouter la femme que je devenais. Parallèlement, j'ai rempli le silence. Non pas avec le bruit de la télévision mais avec des actes. J'ai transformé mon petit studio en atelier. La peinture est devenue ma thérapie non verbale. Sur les toiles, je pouvais jeter la colère rouge, la tristesse bleue, la solitude grise. Et puis, lentement, d'autres couleurs sont apparues. Des jaunes timides, des verts pleins d'espoir. J'ai renoué avec mes amies, les vrais. Celles qui avaient attendu patiemment la fin de mon hiver. Nos soirées étaient plus des dîners de couple polis, mais des éclats de rire, des confidences jusqu'au bout de la nuit. Une sororité qui m'a pensé comme le plus puissant des baumes. Je me suis inscrite à un cours de poterie. Juste pour le plaisir de sentir la terre tourner sous mes doigts. De créer quelque chose de beau, à partir d'une simple motte d'argile. Aujourd'hui, ma vie ne ressemble en rien à celle que j'avais planifiée. Et c'est un cadeau. J'habite toujours dans mon petit appartement, mais il n'est plus vide. Il est rempli de mes toiles, de mes livres, des poteries imparfaites que j'ai façonnées. Des photos de mes amis. Ma routine est la mienne. Je me lève avec le soleil, non pas pour préparer le café de quelqu'un d'autre, mais pour méditer quelques minutes, face à la fenêtre, en regardant la ville éveillée. Je travaille à mon compte, j'ai monté une petite activité de conseil en décoration, alliant mon amour des couleurs à un besoin d'indépendance. Ce qui a changé en moi est profond. J'ai appris que la solitude et le fait d'être seul sont deux choses radicalement différentes. J'ai appris à savourer ma propre compagnie. J'ai appris que ma valeur n'est pas indexée sur le regard d'un homme. J'ai appris que l'amour ne doit pas être une fusion qui efface mais une rencontre qui sublime. Le plus grand changement, c'est que je ne m'excuse plus d'exister. Je ne m'excuse plus de prendre de la place, d'avoir des opinions, de vouloir des choses qui n'appartiennent que à moi. Le pardon, c'est une question complexe. Je ne crois pas avoir pardonné l'homme qui m'a menti. Je ne sais pas si c'est possible, ou même souhaitable. Mais j'ai fait quelque chose de bien plus important. J'ai pardonné à la femme que j'ai été de ne pas avoir vu, de ne pas avoir su. J'ai cessé de me blâmer. J'ai compris que son mensonge lui appartenait, mais que ma guérison était ma responsabilité. J'ai lâché la colère, non pas pour lui, mais pour moi, car la colère est un poison que l'on boit en espérant que l'autre meure, et j'avais décidé de vivre. Pour l'avenir, je n'ai plus de plan. Et cette absence de plan est la plus grande des libertés. Je ne cherche pas l'amour, mais je ne lui ferme pas la porte. Si un jour un homme doit entrer dans ma vie, il n'entrera pas dans une maison en ruine à reconstruire. Il entrera dans une forteresse bâtie par mes soins, dont je connais chaque pierre, chaque passage secret. Il sera un invité bienvenu, un compagnon de voyage, mais plus jamais le seul architecte. Car j'ai appris que la seule personne capable de bâtir mon bonheur, c'est moi. Ces ruines n'étaient pas la fin de mon histoire. Elles étaient le sol fertile sur lequel, enfin, j'ai pu me construire. Si je pouvais remonter le temps, juste pour un instant, et me retrouver à côté de la femme que j'y étais cette nuit-là. Cette femme immobile dans le lit, le cœur battant à tout rompre, la main tremblante tendue vers ce téléphone qui brillait dans le noir, comme une porte vers l'enfer. Si je pouvais lui murmurer quelque chose à l'oreille, que lui dirais-je? Je ne lui dirais pas, ne regarde pas, rends-toi, non, je lui dirais, respire. Prends une grande inspiration. Car tu es sur le point de plonger. Et l'eau sera glaciale, sombre, et tu auras l'impression de te noyer. Je lui dirai que la douleur qui s'apprête à déferler sur elle sera la chose la plus violente qu'elle ait jamais connue. Qu'elle va remettre en question chaque souvenir, chaque certitude. Chaque parcelle de son identité. Je lui dirai qu'elle va se sentir brisée en 1000 morceaux, et que certains jours elle n'aura même plus la force de tenter de les recoller. Je lui dirai qu'elle va pleurer jusqu'à ne plus avoir de larmes, qu'elle va hurler dans le silence de son appartement vide, et qu'elle va haïr la femme naïve qu'elle a été. Mais ensuite je lui prendrai la main, très fort, et je lui dirai écouter attentivement. Je lui dirai, n'aie pas peur du bruit que fera ton monde en saoulant, écroulant. Car c'est dans le silence qui suivra que tu entendras ta propre voix pour la toute première fois. N'aie pas peur des ruines. Car chaque pierre à terre est une occasion de choisir où la replacer, ou de la laisser là, et de construire quelque chose de entièrement nouveau. Cette douleur, ce n'est pas ta fin. C'est ton extraction. On t'arrache à une vie qui n'était pas la tienne pour te rendre à toi-même. Tu es plus forte que tu ne le crois.
Tu es une forteresse qui ne sait pas encore qu'elle peut résister à n'importe quelle tempête. Accroche-toi. Le voyage est terrifiant, mais la destination c'est toi. Et tu vaux le voyage. Et à vous, qui m'aime, écoutez peut-être en ce moment même, le cœur lourd, au milieu de vos propres décombres. À vous, qui pensez que votre histoire est terminée, que le meilleur est derrière vous, que la trahison ou la perte a signé la fin de votre livre. Laissez-moi vous dire une chose, vous n'êtes pas à la dernière page. Vous êtes seulement à la fin d'un chapitre. Un chapitre que vous n'avez pas choisi d'écrire, mais qui est nécessaire pour commencer le suivant. Votre douleur est réelle, valide. Ne laissez personne vous dire de passer à autre chose, trop vite. Pleurez. Criez. Soyez en colère. Traversez votre désert, à votre rythme. Mais ne construisez pas votre maison dans ce désert. N'y plantez pas votre tente pour elle, éternité. Car ce n'est qu'un lieu de passage. La fin heureuse, ce n'est pas toujours de retrouver l'amour. La fin heureuse, c'est de se retrouver soi. C'est de comprendre que vous n'avez jamais été la moitié de quelqu'un, mais une personne entière qui avait juste oublié comment occuper tout son espace. Le but n'est pas de combler un vide. C'est d'investir cet espace qui vous est enfin rendu, de le meubler avec vos passions, vos rires, vos amitiés, vos rêves mis de côté. Alors s'il vous plaît, faites ce voyage, que vous avez toujours reporté. Reprenez ces cours de danse, de peinture, de musique. Appelez cet ami que vous n'avez pas vu depuis trop longtemps. Apprenez à savourer un café seul en terrasse, non pas comme une femme abandonnée, mais comme une exploratrice qui découvre un nouveau monde, sa propre compagnie. Les ruines ne racontent pas que des fins, elles racontent des histoires de résilience. Elles sont la preuve que même après la plus grande des destructions, quelque chose reste debout. Les fondations. Et sur ces fondations, vous pouvez bâtir non pas le château de conte de fées d'une autre personne, mais votre propre sanctuaire. Un lieu où vous êtes en sécurité, où vous êtes libre, où vous êtes enfin, et pour toujours, chez vous.